Constance Le Grip, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue, vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Hier à l'Assemblée, vous avez commencé à travailler, à retravailler les mesures antiterroristes pour nous protéger. Est-ce que cette nouvelle loi vous semble suffisante pour assurer cette protection des Français, notamment dans le suivi, et ça va être l'actualité des mois à venir, des terroristes condamnés qui ont fait leur peine et qui sortent? C'est le défi, effectivement. Pour nous, c'est un défi considérable. Très franchement, l'exécutif en est parfaitement conscient également. Et donc, on va essayer d'avancer sur une ligne de crête en ces matières de sécurité, de terrorisme, de renseignement. On est toujours sur une ligne de crête. On va essayer d'avancer sur une ligne de crête extrêmement étroite pour véritablement mettre en place des mesures de sûreté pour essayer de suivre au mieux, de la manière la plus efficace possible, effectivement, les détenus qui vont sortir de prison. Vous vous rappelez, il y a un an, le Conseil constitutionnel avait censuré une proposition de loi. Et sévèrement, parce qu'ils considéraient que la liberté d'aller et venir, que la liberté d'expression devait être préservée. Ils ont purgé leur peine. Effectivement, mais nous, on considère que la radicalisation est un phénomène qui s'ancre profondément. On le sait, quand on entre radicalisé et qu'on a été en plus condamné pour des faits de terrorisme ou d'apologie du terrorisme, on est bien évidemment radicalisé. Quand on entre radicalisé en prison, on en sort très souvent, malheureusement, renforcé dans ses convictions. La prison ne règle pas ce problème. Si ce n'est, voilà, encore plus, je dirais, virulent. Et donc, il nous faut clairement trouver, nonobstant la censure du Conseil constitutionnel sur ce que nous avions voté il y a un an, à accroître les mesures de protection de nos compatriotes. C'est un véritable défi. Le gouvernement a trouvé des dispositions que nous allons voter. D'ailleurs, nous, les Républicains, globalement, ce texte va dans le bon sens. Alors, c'est vrai qu'ici ou là, on aimerait pouvoir durcir un peu certains dispositifs. C'est le job de l'opposition, faire des propositions, essayer de pointer du doigt quelques petits chaînons manquants. Enfin, globalement, le texte essaye, dans le contexte juridique, constitutionnel, conventionnel, qui est celui que connaît notre pays, je dirais donc à droit constitutionnel constant, le texte essaye d'aller le plus loin possible. Et pour l'avenir, lors de la campagne présidentielle, est-ce que la droite devra porter un projet où, par exemple, on inscrira des peines de sûreté? Xavier Bertrand propose 50 ans. C'est-à-dire qu'un terroriste, quand il sortira, il sera vieux, il sera inoffensif. Oui, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. Alors, il ne faut pas de rétroactivité, il ne faut pas forcément d'automaticité, il faut regarder un certain nombre de choses, mais je pense qu'il va falloir, quitte à envisager peut-être de poser à certains égards, certains sujets, la question de confiance à nos compatriotes sur la Constitution, il faudra certainement aller plus loin. On sait que c'est une œuvre de très très longue haleine que celle d'avoir à lutter et à éradiquer la menace terroriste islamiste sur notre pays. C'est l'œuvre d'une génération, au moins, je pense que tout le monde en est conscient maintenant, et il nous faut réarmer la démocratie française, notre République, pour faire face à cette menace qui est existentielle, qui vise à la détruire, à totalement la démolir, et donc il faut certainement, peut-être à certains égards, se poser des questions fondamentales, y compris au regard de notre loi fondamentale. Alors, un des aspects des travaux en cours, c'est le renforcement du renseignement en utilisant des algorithmes pour surveiller les télécommunications. Alors évidemment, on se dit tout de suite, voilà, c'est Big Brother qui arrive, n'importe quand je peux être écouté. C'est votre crainte ? Non, pas du tout. D'abord, ces algorithmes existent déjà. Il y a eu une longue phase d'expérimentation. Ils ont été pérennisés tout à fait récemment par la loi. Là, il s'agit de pouvoir effectivement, maintenant que ces algorithmes utilisés tant par la DGSI que par la DGSE sont pérennisés, il s'agit de pouvoir les étendre à ce qu'on appelle les données URL de connexion. Je pense qu'à l'heure où nous savons bien que le terrorisme et les terroristes, notamment islamistes, utilisent tous les moyens de technologie moderne, il ne saurait y avoir des services de renseignement et une puissance publique désarmée qui, elle, ne pourrait pas bénéficier de ce saut capacitaire technologique, de tous les moyens technologiques et informatiques. Ça n'est pas du tout Big Brother. Il y a vraiment des dispositifs qui garantiront absolument, à travers la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je suis l'un des 4 parlementaires qui en fait partie, d'ailleurs, depuis le début de cette législature. Nous travaillons dans cette autorité administrative indépendante à émettre des avis. Tout cela est extrêmement encadré par le droit, extrêmement régulé, et je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire
pour nos compatriotes. Mais clairement, si les GAFAM utilisent à tout bout de champ, à tous égards, tout le temps, les algorithmes, il va de soi que la puissance publique doit également pouvoir travailler avec ces outils technologiques modernes. Alors, d'autres formes de violence ravagent la société française, des violences conjugales jusqu'au tabassage qu'on a vu à Marseille, en passant notamment par les agressions contre les forces de l'ordre. Là aussi, est-ce qu'il faut aller plus loin? Guillaume Pelletier proposait une cour de sûreté rétablie pour un certain type de violence, c'est-à-dire une justice un peu à part, exceptionnelle. C'est aussi une direction qu'il faut prendre? Celle d'une justice exceptionnelle, pas du tout. Non, clairement, moi je ne souscris pas du tout à la proposition de Guillaume Pelletier. Il faut redire Rester dans les instances actuelles. Que clairement, par exemple, s'agissant de cette proposition de Guillaume Pelletier, elle est sortie d'un seul coup et elle est parfaitement isolée. Et nous ne souhaitons pas, nous les Républicains, aller vers une justice d'exception. Maintenant, c'est vrai que nous avons porté récemment, et nous le ferons encore, des dispositifs pour protéger mieux ceux qui nous protègent. Mais enfin, il ne s'agit pas de basculer dans je ne sais quelle justice exceptionnelle, mais clairement, nous souhaitons durcir un certain nombre de peines. Nous souhaitons, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, notamment encore récemment à l'occasion de la discussion sur le projet de loi justice que porte le garde des Sceaux, rétablir les peines planchées, par exemple, à l'encontre des agresseurs, contre les forces de l'ordre, également les sapeurs-pompiers. On a récemment à l'Assemblée nationale parlé des sapeurs-pompiers, de la spécificité française en matière de sécurité civile et du volontariat des sapeurs-pompiers. Nous déplorons clairement, fortement les agressions qui sont de plus en plus souvent contre les sapeurs-pompiers notamment. Est-ce que la droite ne risque pas d'être débordée? Est-ce que l'opinion qui est en demande d'autorité ne va pas un jour se dire allez, c'est le Rassemblement national qui peut faire le ménage, les autres ils sont trop mous? Je ne pense pas que nous soyons trop mous. Je pense que régulièrement, nous faisons la preuve quand même que nous avançons des propositions qui sont à la fois fermes, courageuses, quitte d'ailleurs, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, très calmement, très sereinement, à envisager à la faveur de l'élection présidentielle un débat sur l'éventuel cadre de la loi fondamentale qu'on pourrait modifier si on voulait aller plus loin. Je ne pense pas que nous soyons accusés d'être mous. Nous, les Républicains, nous souhaitons simplement avancer encore une fois sur un chemin, une ligne de crête, comme je le disais, entre sécurité et liberté. Je pense que c'est dans notre ADN, à nous, grande famille politique qui vient du gaullisme notamment, mais qui s'est également nourrie de la pensée libérale. La ligne de crête entre sécurité et liberté, elle est étroite, mais nous la tenons. Le parti est travaillé en ce moment, il est déchiré. Que dites-vous à ceux qui commencent à dire qu'il faut peut-être regarder du côté du Rassemblement national pour travailler ensemble, gouverner ensemble? Guillaume Pelletier qui dit qu'il pourrait travailler avec Robert Ménard, d'autres qui expliquent qu'il n'y a plus de différence fondamentale entre LR et RN, mais juste des différences de compétences. Est-ce que ça vous inquiète et que leur dites-vous? Alors, à celles et ceux qui disent ça, on entend ça chez nos compatriotes, chez certains de nos électeurs et de nos militants, tout à fait. Je leur dis tout d'abord que je peux comprendre la colère, la frustration, la souffrance sociale très souvent qu'ils expriment et qu'ils cherchent notamment à exprimer à travers un vote pour un parti qui, pour moi, est une impasse et n'est pas un parti, je parle du Rassemblement national, susceptible d'apporter des solutions pérennes, durables, qui puissent permettre à notre société de trouver le chemin à la fois de l'apaisement, mais aussi de la prospérité. Je leur dis, ne vous laissez pas emporter par la colère, sachez trouver en vous les moyens de réfléchir exactement à toutes les conséquences de vos votes. Très franchement, pour moi, le vote pour le Rassemblement national, dont je peux, à certains égards, chez certains de nos compatriotes, comprendre les ressorts, est un vote d'impasse. Je crois vraiment que le Rassemblement national nous apporterait le désastre économique et le désordre social et politique. Dans cette crise que traversent les Républicains, pourquoi n'entend-on pas la voix de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy a dit à plusieurs reprises qu'il s'était mis en retrait de la vie politique active. Ceci étant, il fait passer des messages. Il fait passer des messages. Il avait, il y a quelques semaines encore, accordé une très grande interview à News Magazine sur les sujets de politique étrangère et internationale. Je crois qu'il a inventé un rôle nouveau, celui d'ancien président de la République en exercice. On l'entend à bon escient. Il saura se faire entendre le moment venu à nouveau. Alors pour sortir de cette crise de la droite, le plus simple, c'est peut-être de désigner très vite après les régionales votre candidat ou votre candidate à la présidentielle. Vous avez raison, Christophe Barbier. Je crois que
À l'heure où nous parlons, nous sommes totalement concentrés sur la campagne régionale et départementale et pour celles et ceux d'entre nous qui ne sommes pas candidats, ce qui est mon cas, totalement en force d'appui et de soutien à nos candidats partout, les candidats de la droite et du centre droit qui se battent sur le terrain. Mais le temps de la campagne régionale et départementale se terminera et je dirais dès les exécutifs départementaux et régionaux installés, donc à partir de fin juin, début juillet, il va falloir clairement accélérer notre processus de choix et de désignation. Oui, clairement. Est-ce que votre choix est fait? Est-ce que votre préférence est arrêtée sur Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, que vous soutenez pour les régionales, Michel Barnier, que vous connaissez très bien, vous avez travaillé avec lui. Est-ce que votre choix personnel est fait? Non, mon choix personnel n'est pas fait. J'ai souvenir d'une époque où il était plus facile pour moi de répondre à une inclinaison, je dirais, à la fois personnelle et politique, parce que j'ai longtemps été collaboratrice de Nicolas Sarkozy. Donc c'était simple. C'était simple pour moi, c'était naturel, c'était logique et c'était également enthousiasmant. Donc j'ai été, je dirais, dans une écurie présidentielle pendant très très longtemps. Vous avez besoin d'une primaire? Je vois qu'effectivement, le moment n'est pas venu de former les écuries présidentielles. Et pour ce qui me concerne, je suis également, avec un tout petit peu de lucidité, de recul, consciente des ravages collatéraux qu'ont pu laisser les bagarres entre écuries présidentielles quand elles se constituent trop vite et qu'elles partent trop vite, je dirais, sur le champ de bataille. Donc, je prends le temps de la réflexion pour ce qui me concerne. C'est le paradoxe. Il faudrait un candidat très vite et en même temps, il faut le temps de la réflexion. C'est ça, en ce moment, qui handicape les Républicains. Oui, mais on va parler de tout cela ensemble. Je pense que c'est de manière collective et que nous réconcilier dans l'unité, dans le respect, voilà, mais tout cela en s'écoutant, en s'entendant, en discutant, pas d'échappée solitaire, pas de position ou de posture personnelle à l'emporte-pièce. On va parler raisonnablement, entre gens sérieux et raisonnables, conscients du fait que nous avons une responsabilité historique face à la situation que connaît notre pays. Emmanuel Macron, lui, il a démarré, il est dans le Lot aujourd'hui, début d'un Tour de France. Pour vous, c'est clair, c'est une campagne présidentielle qui commence ou bien c'est simplement accompagner le déconfinement et le plan de relance? Pour moi, c'est la campagne permanente du chef de l'État. C'est en gros son 3e Tour de France, si vous me permettez cette analogie cycliste. Voilà, tout à fait. Il y a eu le grand débat national et la tournée à travers le pays après la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État avait également fait, rappelez-vous, un Tour de France mémoriel, sur des sujets plus historiques, mais qui l'avait vu également déambuler à travers le pays. C'est son 3e grand Tour de France. Je crois que le président de la République est en campagne permanente, oui. Constance Le Grip, merci, bonne journée.